d'accueillir l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir à vous. Bienvenue. Merci. Que pensez-vous de la chienlit dans laquelle nous sommes, Jean-Pierre Raffarin? Je suis très triste. Je ne suis pas tout à fait surpris. Je suis très triste de voir que, grosso modo, on est dans une sorte d'impasse aujourd'hui. Et moi, personnellement, je crois qu'on est entré dans un processus en faisant tomber Michel Barnier qui va finalement être une succession de difficultés. Et je pense que tout Premier ministre aura des marges de manœuvre plus faibles que celles que Michel Barnier avait. Donc je crois qu'on est vraiment dans une série qui est une série très difficile pour le pays, à un moment où il se passe des choses dans le monde très difficiles et pour lesquelles... je ne sais pas combien de temps le président Macron pourra tenir dans son écharpe de président, dans son costume. Vous pensez qu'il peut tomber avant 2027 ? Non, je ne crois pas. Je vous ai entendu tout à l'heure et je suis bien d'accord là-dessus. On ne peut pas dans la République avoir des mandats à durée volatile. Ouais. Donc, indéterminé, à durée indéterminée. Ouais, donc il est clair que c'est un vrai problème. Cela dit, ce qui va apparaître aussi, c'est que probablement des élections législatives ne régleront pas le problème non plus, qu'on va se retrouver dans une situation... En fait, on a un système institutionnel qui est fondé sur le fait majoritaire, et le fait majoritaire, d'où il vient ? Il vient du fait qu'à la présidentielle, au second tour, il n'y a que 2 candidats. Donc celui qui gagne, il a forcément une majorité. Il a plus de 50%. Et donc les gens vont comprendre que c'est par la présidentielle qu'on pourra peut-être sortir de cette crise. En fait, il faut que les présidentielles aient lieu avant les législatives pour sortir de cette crise. C'est une logique. Mais on ne peut pas raccourcir le mandat du président. C'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible. Les républicains doivent respecter les lois de la République. Encore une question, Jean-Pierre Raffarin. Emmanuel Macron, qui a reçu les partis politiques aujourd'hui, leur a dit qu'il ne voulait pas dissoudre l'Assemblée avant 2027. Avant 2027. Nous, on parle de juillet. Lui, il ne dit pas avant 2027. C'est tenable ou pas, selon vous ? Il va falloir que ça change par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc je comprends bien, je vous ai trouvé un peu sévère tout à l'heure sur cette réunion qui a été faite, vous étiez assez unanime. François-Olivier Gisbert était terrible. Absolument, et donc sur le fait que cette réunion n'avait pas d'instance, elle a un sens cette réunion. Qui a été rassemblé ? C'est ceux qui sont prêts à ne pas censurer. Ils ont censuré, les socialistes ont censuré, les escrologistes aussi. Ils disent pour l'avenir, qui veut un pacte de non-censure. Les socialistes ont ouvert, c'est une idée des socialistes, de Vallot, de ne pas avoir de censure. Et donc le président a réuni les gens qui étaient contre la censure. Moi, personnellement, il y a quelque chose que j'aime pas dans cette affaire, c'est le renoncement 49.3. Car petit à petit, on ronge les outils de l'autorité du gouvernement. Et je trouve que dans une république, on voit bien dans tous nos problèmes, de temps en temps, il faut quand même de l'autorité. Il faut quand même pouvoir décider. Et le 49.3, c'est un outil constitutionnel. Donc faire en sorte qu'on négocie un non 49.3 contre une non-censure, c'est quelque chose qui va à nouveau affaiblir l'exécutif. Et ça, je pense que institutionnellement, affaiblir l'exécutif. Nous sommes dans une société en crise. Nous avons des mutations terribles qui sont devant nous. L'écologie, le digital, l'intelligence artificielle, tout ça va bouleverser nos vies. Et on restreint petit à petit l'exécutif. On crée des agences, on disperse le pouvoir. Et de plus en plus, le gouvernement est aujourd'hui une force qui est de plus en plus faible. Et donc ça, c'est une fragilité de la République. Ça veut dire qu'un Premier ministre qui renoncerait au 49.3 partirait les mains déjà liées dans le dos. Je pense que le 49.3, ça a été fait quand vous avez des difficultés avec votre majorité. Là, on est dans une situation différente parce que personne n'a de majorité, même pas l'opposition. Donc, il n'y a personne n'a de majorité. Donc, le 49.3 peut être utile. En tout cas, c'est une arme constitutionnelle. Et se priver d'une arme constitutionnelle, c'est fragiliser l'exécutif. Louis Dragnel. Et la Constitution. On est assez d'accord sur le constat, mais si vous aviez 2-3 conseils à prodiguer à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je n'ai pas de conseil à lui donner, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a quand même des grosses difficultés à constituer une majorité, parce qu'au fond, la minorité la plus importante, c'est ce bloc central, mais ce bloc central est peut-être le plus divisé. Donc on a une majorité relative qui est quand même très divisée. On a vu que c'est pas M. Attal qui a facilité le travail de M. Barnier quand même. Je crois que tout le monde a pu le voir clairement. Donc on voit bien qu'il y a des soucis de division. Donc, puis on verra bien. Je vous entendais tout à l'heure poser la question, quel est le leader des LR ? Qui est C'est Retailleau, de mon point de vue. Je crois qu'il a, en 2 mois, il est apparu avec des convictions, avec une éthique. C'est un conservateur, mais c'est un conservateur qui a une éthique. Et donc, il y a beaucoup de Français qui pensent comme lui. Donc, je pense qu'il est porteur de quelque chose. Il apparaît nouveau sur la scène. Mais tout ça, je ne vois pas très bien. Avec une France qui me paraît plutôt à droite,
Et je vois qu'on va vers la gauche. Je ne sais pas comment on va pouvoir sortir de cette affaire, parce que c'est quand même extraordinairement complexe. Donc je ne vois pas de solution aujourd'hui, d'évidence, si ce n'est de mettre les gens devant leurs responsabilités et donc de construire un gouvernement autour d'une politique. Et donc de fixer 3-4 objectifs. Mais autour de quel politique ? Et puis, parce que les uns vous diront il faut travailler plus. Abroger la réforme des retraites. Les autres vous diront abrogation de la réforme des retraites. Je pense très clairement qu'il faut une politique de centre-droit. C'est là où se trouve la majorité du pays, de mon point de vue. Et donc, je pense qu'il faut une politique qui soit centrée sur ce sujet-là, sur 3 sujets. Donc, ce n'est pas question de remettre en cause la réforme des retraites. On peut l'améliorer, mais pas la remettre en cause. Mais revanche, déjà, en disant ça, vous excluez énormément de gens. Les écologistes, les communistes, les socialistes. Non, mais c'est pas simple. On est dans une logique aujourd'hui où il faut agir. Parce que tout désordre coûte cher. Il coûte cher en impôts. Ça va peser sur les Françaises et les Français, et souvent les plus modestes. Donc l'action est une urgence. Donc aujourd'hui, un homme politique responsable comme moi, je vous dis clairement, il faut agir vite. Et donc je pense qu'il faut mettre les députés devant leurs responsabilités. Il faut un programme clair qui est voulu par des gens qui s'engagent. Et puis s'il doit être renvoyé, il sera renvoyé. Mais le pays verra bien que d'impuissance en impuissance, cette assemblée est une assemblée du désordre et qu'elle ne pourra pas porter les forces d'avenir. Jean-Pierre Raffarin, il y a aussi un petit problème à ne pas recevoir ni le Rassemblement national ni la France insoumise, qui représentent peu ou prou la moitié des électeurs. On va juste écouter un tout petit extrait. Jordan Bardella est derrière Manuel Bompard. 2 visions assez différentes. Mais vous allez me dire comment on peut balayer ces gens-là d'un revers de la main. C'est un aveu de l'irrespect et de l'inélégance du président de la République qui, encore une fois, fait comme si 11 millions d'électeurs n'existaient pas. Quand on est dans une telle incertitude, quand on est dans une telle impasse démocratique, alors on parle à tout le monde. J'aurais pas la mauvaise foi de vous dire aujourd'hui qu'il aurait dû nous inviter aujourd'hui. Moi, vous n'y seriez pas allé de toute façon. Évidemment, parce que j'appelle tout le monde à revenir à la raison. RN, France Insoumise, même combat, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense que c'est une erreur de croire que les Front National ou le Rassemblement National ou l'extrême gauche pouvaient être à cette réunion. Cette réunion, c'était pour la non-censure. Ils ont dit publiquement qu'ils étaient de toute façon pour la censure. Donc leur présence ne servait à rien. Donc ce n'est pas une réunion de stratégie politique globale, c'est d'un pacte de non-censure qui a été proposé par des socialistes. Donc les socialistes en discutent, on les a réunis. Comme d'habitude. Mais non, vous allez voir, je pense... Non, mais je ne suis pas forcément d'accord sur la conclusion. Mais je pense que la recherche, c'était un deal 49.3 contre non-censure. Pas de 49.3, pas de censure. Donc c'est un deal. Personnellement, je ne trouve pas ça très bien. Mais je pense que c'était quelque chose qui était une réunion de travail sur cette logique-là d'un pacte. Et ce pacte, naturellement, il ne concernait pas ceux qui ont refusé le pacte dès le début. François-Olivier Gisbert. Alors, on a dit que Macron avait engagé des consultations depuis un certain temps. Hein. Il consulte, enfin voilà, tout ce qu'il fait pour l'instant. Mais il vous a consulté, vous, par exemple, ou c'est juste les gens du centre-gauche ou de la gauche qui consultent J'ai discuté avec lui. Disons, depuis le départ de Barnier. J'ai discuté avec lui, oui. Ah, depuis le départ de Barnier. Oui, j'ai discuté avec lui, oui, ça, je discute avec lui, donc... Quelqu'un qui aime discuter, et moi j'aime bien discuter aussi. Est-ce qu'il aime écouter ? On frotte nos cervelles de temps en temps. Et vous avez l'impression d'être entendu quand vous parlez avec lui ou... Parce que là, vous avez dû lui dire, forcément, vous n'avez pas de double langage, que vous étiez pour une solution de centre-droit. Ah oui, mais c'est Barnier bis, c'est clair. Un nouveau Barnier. C'est clair que je suis pour une solution de ce type-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ressentiment à droite et au centre, de tous ceux qui étaient pour Michel Barnier. Parce que Michel Barnier, il a fait une chose quand même très importante. Vous qui êtes un fin politique, vous notez que Michel Barnier a reconstitué l'espace UMP, c'est-à-dire la droite orléaniste, macronienne, et la droite bonapartiste, LR, se sont retrouvés derrière Barnier. C'est-à-dire qu'il a reconstruit l'espace UMP. Non pas avec toutes les troupes qu'il y avait auparavant, mais sur l'espace, il a reconstruit ça. Et ça, je pense que c'est un point très important pour l'avenir. C'est un point, grosso modo, de l'alliance des orléanistes et des bonapartistes. Donc, tout ça, je crois, est utile. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas le casser. Mais ça, le président fera ce qu'il veut. Mais le président sait écouter. Puis après, il décide. Et il aime décider. Souvent, il aime décider seul. Et donc, il tient compte de son avis en principal. Et que les avis des autres sont quelquefois peut-être un peu périphériques. Le RN dit manque de respect. Je suis pessimiste globalement. Globalement, parce que je vois bien qu'on n'est pas sorti de la crise et que la crise va coûter cher.
c'est qu'on est dans une situation de désordre, et je vois à l'Assemblée, puisqu'au fond, toutes les solutions ne viennent que de l'Assemblée, je ne vois pas aujourd'hui l'Assemblée reprendre une marche dans l'ordre. D'accord. Et sur le Rassemblement national qui dit manque de respect, nous ne sommes pas reçus. Écoutez, on balaye nos 11 millions d'électeurs. Michel Barnier a respecté, a reçu, a négocié. Donc il a fait ça. Et il a été censuré. Il a été censuré. Bon, donc on ne peut pas accuser l'exécutif de ne pas avoir ouvert la porte au Front National. Je vous ai trouvé trop sévère tout à l'heure. Alors, Laetitia Guinaud, une question à Jean-Pierre Raffarin. Non, moi, effectivement, c'était sur les conseils que vous donneriez pour sortir de cette crise et pour une injonction aussi à tous les partis à aujourd'hui prendre leurs responsabilités. Parce qu'effectivement, un gouvernement de centre-droit avec une composante LR, avec les conditions, les interdits que chacun met, etc., ça va effectivement créer de nouveau des censures probables, quelles que soient d'ailleurs les lignes, qu'elles soient convaincantes ou pas. Et donc, comment maintenant appeler en responsabilité, à commencer par votre droite, qui est revenue enfin au pouvoir? Je crois qu'il faut parler action, programme, projet concret. Et donc, quelles sont les 3 priorités du prochain gouvernement? Quelles sont les 3 grandes réformes que le prochain gouvernement va vouloir mener? Que les Français comprennent bien et que ceux qui veulent censurer à un moment ou à un autre soient responsables de la censure. Et donc, je pense qu'aujourd'hui... Vous voyez, les élections dans les Ardennes, là, ce week-end, il faut faire attention, mais je pense que... Un candidat RN a été battu. Un candidat RN a été battu. Il y a des gens à droite qui n'ont pas aimé la censure, notamment chez les agriculteurs et chez d'autres catégories socio-professionnelles. Donc il y a, je pense, des conséquences à la censure, et donc ça va bouger dans l'électorat. C'est pour ça que moi, je suis pour la clarté. Quelles sont les propositions de centre-droit, de justice, mais en même temps de politique économique qu'il faut trouver? De rigueur quand même un peu, hein, maintenant. Bien sûr. C'est le mot, de rigueur financière. Bien sûr. Sinon, ça va nous coûter de plus en plus cher. Parce que de toute façon, le mot rigueur est inadapté de toute façon. Oui. Quand on voit la place des budgets publics, on n'est pas, même si on coupe le budget de 5%, on n'est pas dans la rigueur. On reste quand même à un budget qui sert d'abord les intérêts publics. Donc, je pense qu'on n'est pas dans ce risque-là. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut faire en sorte qu'on se rapproche des objectifs qu'on envoie à l'Europe, c'est-à-dire réduire notre déficit budgétaire. C'est quoi les 3 grandes priorités selon vous, Jean-Pierre Raffarin? Je pense qu'il faut quelque chose sur la sécurité et l'immigration. Ça, je pense que c'est un pôle qui est très important. Il faut continuer sur les entreprises. Et puis, il faut trouver un sujet, soit d'aménagement de la réforme des retraites avec de nouvelles décisions. Vous savez, les réformes des retraites, au fond, elles se font quinquennat par quinquennat. Monsieur Balladur a fait un bout de chemin, moi j'ai fait un autre bout de chemin, Sarkozy a fait un autre bout de chemin, et on refait aujourd'hui un bout de chemin. Donc les retraites, globalement, régulièrement, à chaque quinquennat, il y a ces réformes. Donc on peut très bien imaginer que de la réforme qui a été faite, on puisse l'améliorer. Oui, mais on est obligé de le faire parce que les retraites, vous savez très bien, les retraites sont toujours en déficit. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la moitié de l'endettement français. Ce sont les régimes de retraite qui sont en déficit et on emprunte pour payer les retraites, notamment des fonctionnaires. Vous savez très bien que c'est ça quand même le sujet. Et finalement, on n'arrive pas à le traiter parce qu'il ne faut pas en parler. Enfin, c'est un sujet. Il faut en parler. Moi, j'étais celui qui a aligné la cotisation des fonctionnaires sur le privé. Donc, je connais bien le sujet. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on doit continuer à faire des efforts, et des efforts budgétaires, bien sûr. Et donc, on peut discuter sur une amélioration encore du système, dans une perspective d'économie, dans une perspective de maîtrise. Parce que naturellement, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Donc la démographie, c'est une loi qu'il va bien falloir accepter. Je suis d'accord avec vous, il faut dire la vérité. La vérité, c'est la démographie qui gouverne. Est-ce que c'est pas l'erreur de Barnier de ne pas avoir dit la vérité? Parce qu'il avait dit en arrivant, je vais dire la vérité. Il l'a pas vraiment dit. Hein. Non, il l'a dit, mais vous savez, c'est il a été peut-être un peu trop gentil. Il était gentil. Il a été en effet court. On peut pas tout reprocher. La vérité est atroce. On peut pas lui reprocher. Non, franchement, il est arrivé dans des conditions très difficiles. Il a fallu faire un budget qu'on fait d'abord en général en 9 mois. Lui, il l'a fait en très peu de temps, et avec des pressions assez extraordinaires. Et dans son propre camp, des gens qui lui posaient des lignes rouges. Donc il avait des lignes rouges à ne plus savoir qu'en faire. Une dernière question. Vous avez évoqué l'international, Jean-Pierre Raffarin. On a une crise qui se déroule en Syrie, la chute du régime de Bachar al-Assad, des djihadistes soi-disant modérés qui arrivent au pouvoir. Il y a des menaces aussi qui pèsent sur tout le Moyen-Orient. Comment vous voyez les grands équilibres à venir? Voilà. D'abord, je voudrais quand même dire que, puisque tout le monde a été très sévère avec M. Macron, y compris moi-même, que quand même sur le plan international,
ce qu'il a fait à l'occasion de Notre-Dame de Paris, notamment de réunir Trump et Zelensky, mérite d'être souligné parce que c'est une fierté pour les Français. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Compte tenu du caractère de M. Trump, ça n'a pas dû être facile à réaliser. Donc il faut quand même rendre hommage quand il y a des choses positives. Et donc tout le problème de M. Macron, c'est qu'il y a des grands succès et puis il y a aussi des échecs forts. Et donc c'est la difficulté. Mais les échecs, ils sont sur notre organisation politique et sur l'exercice du métier politique de président. Mais pour cette situation aujourd'hui, notamment en Syrie, je crois que nous sommes à nouveau devant une crise très grave, puisqu'au fond, le vainqueur un peu de ce dispositif, c'est probablement M. Erdogan. Tout ceci est une conséquence et de l'Ukraine et de la fin du Hezbollah, en tout cas l'affaiblissement du Hezbollah. Et donc on se trouve dans une situation aujourd'hui où les nouveaux maîtres du jeu vont probablement être très sévères, comme ils l'ont été à Mossoul, comme ils l'ont été dans certains cas. Donc toute la question pour nous, c'est de prévenir un afflux très important de réfugiés. Il y a des Kurdes. Les Turcs ont cet objectif-là probablement de réduire l'influence des Kurdes. Pas de réduire, et puis les chrétiens. Éradiquer. De génocider peut-être. Je pensais à l'aspect géographique, puisqu'ils tiennent une partie du nord-est. Mais c'est en effet une vocation d'éradication. Et puis il y a les chrétiens, évidemment. Donc là, on peut s'attendre. Il y a déjà, dans la zone qui est gouvernée par les Kurdes, il y a déjà plus de 100 000 réfugiés. Donc, et probablement, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je prends le rôle de la France, c'est la prévention des conflits et la prévention des difficultés. Et aujourd'hui, il faut prévenir cette situation de réfugiés qui va concerner et des chrétiens et des Kurdes, probablement. Si ça ne se passe pas, tant mieux. Si c'est vrai que ces gens sont devenus de bons garçons, tant mieux. Mais en tout cas, nous, on a une histoire qui nous dit qu'il faut mieux se méfier. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir une situation d'afflux de réfugiés qui est très important. Donc d'organiser cette question des réfugiés, de venir en aide à ceux qui souffrent le plus. Et donc la France, là, a encore un rôle très important à jouer.